Populophobie aurait pu s'intituler « 3 leçons politiques ». 3 leçons politiques tirées de 3 auteurs. Une leçon qui s'applique au présent, c'est celle que nous enseigne Sieyès. Une leçon qui s'applique au passé de l'histoire de France, c'est celle que nous apprend Michelet. Et enfin une leçon qui s'appuie sur Chateaubriand pour envisager le futur. Alors d'abord la leçon de Sieyès, c'est celle qui nous permet de décoder le présent. C'est celle d'un célèbre pamphlet paru peu de temps avant 1789. Qu'est-ce que le tiers-État? Tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique? Rien. Que demande-t-il? À devenir quelque chose. Ces questions fameuses firent la gloire de l'abbé Sieyès, l'oracle de la Révolution française. Nous sommes 231 ans plus tard, et une nouvelle question brûle les lèvres. Et si les citoyens de base en colère formaient le nouveau tiers-État? Sieyès nous aide à comprendre quel visage particulier le divorce entre le peuple et les soi-disant élites prend en France. De soi-disant élites car elle ressemble plus à une oligarchie, le règne du petit nombre, voire à une plutocratie, le règne de ceux qui ont de l'argent, qu'à une classe fondée sur la supériorité intellectuelle ou culturelle. La classe dirigeante française actuelle, celle qui nous a emmenés dans le mur depuis 40 ans, est probablement l'une des plus incultes et des plus frustres qui ait dirigé notre pays depuis les Mérovingiens. Seconde leçon politique, c'est celle que propose l'historien Jules Michelet et qui est contenue dans la populophobie. C'est celle qui éclaire le passé de l'histoire de France. L'historien et écrivain Michelet a eu cette formule. On dit que la Révolution a supprimé la noblesse, mais c'est tout le contraire. Elle a fait 34 millions de nobles. 34 millions comme la population française en 1789. Cette citation est extraite du Peuple de Jules Michelet. Or, depuis ses origines, le peuple français et les élites sont rarement accordés, sauf par l'effet d'un péril imminent et sous l'égide d'un grand chef. Par temps calme, la nation et ses classes dirigeantes paraissent appartenir à 2 peuples distincts. Il est vrai que la France n'est pas une nation ni un État comme les autres. Chez nous, l'État a accouché de la nation. Et cet engendrement d'une nouvelle échelle de décision, dans l'histoire d'ailleurs, rassemblant plusieurs ethnies sous l'égide d'un roi, ce roi se voulant empereur en son royaume, c'est-à-dire n'obéissant à personne d'autre, et sécrétant pour y parvenir une culture commune, est un mécanisme très original. Jusqu'ici dans l'histoire, on avait vu des cités comme Athènes ou Sparte, ou des empires comme l'Empire romain ou même l'Égypte qui était un empire. Mais l'État-nation, la nation, n'était pas apparue. C'est en France, pour la première fois dans l'histoire des hommes, que cette synthèse d'un peuple par un État a eu lieu pour la première fois. Ce nouveau précipité historique, qui a fait coïncider finalement l'appartenance culturelle, un peu ce qu'on voit dans une cité où il y a un fort civisme, un fort patriotisme et les gens parlent la même langue, et la loyauté civique, ce qu'on voit à l'échelle d'un empire, mais il y a plusieurs cultures différentes, eh bien, c'est en France que ça a eu lieu. Donc l'État-nation, c'est très original, c'est une invention française qui a fait maintenant le tour du monde. L'État-nation, c'est un ordre politique, une échelle de décision qui est plus importante que la cité et qui est plus petite que l'empire, qui est plus universelle que la cité, on sort de l'ethnie, et qui est en même temps moins universaliste que l'empire, parce que les citoyens peuvent avoir un regard sur les décisions politiques prises dans le cadre d'un État-nation. Et bien sûr, cet État-nation, avant de devenir une démocratie, il était une monarchie, et c'est la monarchie qui l'a inventé en France. Et donc l'alliance en France d'un pouvoir centralisateur et d'une résistance populaire lors de la guerre de 100 ans, où il y avait une invasion par un autre peuple, la Grande-Bretagne, a provoqué la naissance de la France, et donc l'apparition du premier État-nation de l'histoire. Et c'est cette création ex nihilo d'un peuple, d'une nation, par une volonté politique, celle des rois de France, qui est aussi à l'origine de 3 paradoxes typiquement français. 3 paradoxes qui expliquent que nos élites rejettent souvent le peuple dans notre histoire. Le premier paradoxe est offert par le contraste d'une nation, la France, qui offre la plus grande diversité de paysages, de traditions, d'ethnies, de langues au kilomètre carré. Cette même nation, aussi incroyablement diverse qu'elle est
est aussi la plus centralisée du monde. Le pouvoir central s'est en fait appuyé sur le peuple pour écraser les élites et unifier le pays, d'où cette hyper-centralisation. Le second paradoxe est celui d'un pays dont les habitants ont la passion de l'égalité dont parlait Tocqueville et sont donc obsédés par la volonté de se ressembler mais aussi de se distinguer les uns des autres. La France est le pays où on regarde dans le jardin du voisin pour voir si sa clôture ne serait pas par hasard un peu plus grande que la sienne. Et de tout temps, les classes dirigeantes françaises n'ont rien voulu avoir à faire avec le peuple. En fait, il y a sur le long terme une volonté à l'intérieur du peuple français de chercher à se distinguer parce qu'il y a cette obsession de l'égalité, mais en particulier la classe dirigeante, depuis toujours, a voulu faire bande à part, s'est crue et s'est pensée comme étant totalement distincte du peuple. Et enfin, troisième paradoxe, il réside dans un peuple qui cultive le goût de l'harmonie, de la douceur de vivre, mais aussi, comme nul autre, la passion de la polémique, mais aussi, souvent, la passion de la guerre et de la guerre civile. En France, les élites ont donc souvent la tentation de la trahison. Elles prennent souvent ce que le général de Gaulle appelait le parti de l'étranger. Enfin, troisième leçon politique, c'est la leçon de Chateaubriand et elle interroge l'avenir. Le soulèvement des Gilets jaunes offre une expression particulièrement paroxystique, particulièrement violente, mais pour l'instant sans lendemain d'un rejet par une majorité de Français de leurs élites, entre guillemets. La crise des jaunes aura été d'une ampleur et d'une intensité inédite. Cette jacquerie de la France périphérique, d'ailleurs, a parfois semblé tourner à l'émeute, voire à la révolution. Souvenons-nous, par exemple, lorsque la berline d'Emmanuel Macron a traversé nuitamment le Puy-en-Velay pour se rendre à la préfecture saccagée par des émeutiers. Massée sur les bas-côtés, une foule hostile avait grondé au passage de ce carrosse des temps modernes. Le descendant politique de Louis XVI, sans doute à ce moment-là, a dû sentir que son intégrité physique n'était plus garantie. Brigitte Macron le confirmera après coup. Elle a dit « J'ai vraiment eu peur ». La Première Dame avait raison. Plus d'une fois, les protagonistes de cette crise 2018-2019 ont retenu leur souffle en s'interrogeant sur son issue. Après 4 décennies d'humiliation, de délocalisation, de chômage, de désespérance, la France du bas avait riposté. Pour redresser le pays, elle n'a désormais plus le choix que de faire émerger de son sein une classe dirigeante de remplacement. Pourquoi ? C'est Chateaubriand qui nous l'explique. L'aristocratie, écrit-il dans ses mémoires d'outre-tombe, connaît 3 âges successifs. L'âge des supériorités, l'âge des privilèges, l'âge des vanités. Sortie du premier, elle dégénère dans le second et s'éteint dans le troisième. Eh bien, notre classe dirigeante française actuelle est entrée dans sa phase terminale.